tournant constitué de gaz et de poussière. En se formant, les planètes ont suivi cette rotation dont nous héritons en partie aujourd'hui. À l'équateur, la Terre tourne à plus de 1600 km/h. Pourtant, notre vitesse baisse progressivement. Nous perdons environ 2 secondes tous les 100 000 ans. Aujourd'hui, nous allons accélérer ce ralentissement et imaginer quel serait le scénario des 5 dernières années avant que la Terre ne cesse complètement sa rotation. Qu'adviendrait-il de la mer? De nos continents? De l'air que nous respirons? Quel serait le sort de l'espèce humaine? Le premier jour, le ralentissement d'1 km/h de notre rotation a beau être presque imperceptible, ses conséquences sont déjà spectaculaires. À l'aéroport international de Miami, surviennent les premières perturbations. Tour à vol AM553, bon vol. Les avions naviguent à l'aide d'un GPS. Le réseau GPS repose sur une série de satellites permettant de situer avec exactitude la position des appareils. L'une des données essentielles de ce système est le temps. À bord des satellites, les horloges sont en contact radio quasi permanent avec le sol. Le gouvernement américain détermine l'heure à l'aide d'horloges atomiques. Ce sont les plus précises au monde. Mais si notre ralentissement ne trouble en rien la synchronisation de ces horloges, les bases terrestres avec lesquelles les satellites communiquent ne sont déjà plus positionnées là où ces derniers considèrent qu'elles se trouvent. En d'autres termes, le réseau GPS n'a pas été conçu pour assumer un bouleversement de la rotation de la Terre. En ralentissant, la Terre va semer la zizanie dans un système de navigation minutieusement calibré, et les effets vont être catastrophiques. Vol AM721, remettez les gaz. Les ordinateurs tentent de faire atterrir les avions loin de leurs aéroports. À mesure que les pilotes découvrent à travers le monde que leur système de navigation ne fonctionne plus correctement, des centaines de milliers de vies sont en péril dans le ciel. Bien joué, James. Allez, on rentre maintenant. Je serai là à 9 h. À Chicago, la plupart des gens ignorent encore le bouleversement du trafic aérien qui se joue à 2000 km à Miami. En réalité, l'infime ralentissement de la rotation terrestre a d'ores et déjà déclenché une réaction en chaîne incontrôlable. Nous remettons régulièrement nos montres à l'heure pour rester synchrones avec le rythme de la nature. Le rallongement progressif des jours est si imperceptible que nous nous y adaptons comme si de rien n'était. Mais qu'arriverait-il s'il faisait soudainement nuit à 9 h du matin et s'il se mettait à faire jour à minuit? Si notre perception habituelle du temps qui passe était radicalement bouleversée? Des scientifiques ont confirmé le ralentissement de notre rotation. Pour certains, la Terre aura complètement cessé de tourner d'ici 5 ans. Les conséquences vont être désastreuses et aucun pays ne sera épargné. La première semaine, les problèmes s'enchaînent dans toutes les villes du globe. Chaque jour est plus long que le précédent. Bientôt, les secondes et les minutes deviendront des heures et des jours. Les marchés financiers où s'échangent quotidiennement 36 milliards de dollars sont en chute libre aujourd'hui. L'incertitude sur ce qui nous attend a sapé le moral des investisseurs. Qu'adviendra-t-il de nos 24 heures habituelles si elles durent plus longtemps que 24 heures?
Au bout de 2 semaines, la Terre a ralenti sa giration d'environ 15 km/h. La réaction en chaîne s'accélère. Le trafic aérien est réduit aux services essentiels, avec un record de 470 accidents à travers le monde. Chaque année, plus de 2 milliards de personnes voyagent par avion. À mesure que les catastrophes aériennes augmentent, les vols sont annulés. Les Américains effectuent annuellement 10 milliards de trajets en bus et en train. Les passagers aériens cherchant en masse d'autres moyens de voyager, le trafic ferroviaire et routier explose. Ainsi, le temps devient l'obstacle numéro 1 sur une Terre qui perd peu à peu de sa vitesse. Mais au bout de 2 semaines, survient un problème encore plus crucial. La mer. Notre planète est bombée. Elle est plus épaisse au milieu qu'au pôle. Notre rotation est l'une des forces permettant de maintenir en place l'eau des océans au nord de l'équateur. Mais à mesure que cette force s'amenuise, les océans commencent à se déplacer. Des courants s'organisent depuis le bombement de l'équateur en direction des pôles. Plus d'1 milliard de kilomètres cubes d'eau se mettent en mouvement. Au nord, l'Arctique canadien est le premier à en faire les frais. 3 mois après que la Terre a commencé à ralentir, l'eau afflue sur ses rives comme une baignoire qui déborde. Le niveau des mers continue d'augmenter et le gouvernement canadien a ordonné l'évacuation totale du continent arctique. Le ralentissement de la planète a un autre effet pervers. À mesure que le niveau des mers change, l'air que nous respirons se modifie. Notre atmosphère recouvre uniformément toute la surface du globe. Elle suit sa rotation. Mais alors que la Terre ralentit sa course, l'atmosphère se met à suivre le courant des océans en affluant vers les pôles. Parmi les premières villes touchées figurent des mégapoles des tropiques, comme Rio, Mumbai, l'ancienne Bombay, et Singapour. Il devient de plus en plus pénible d'y respirer. Plus au nord, les villes situées en altitude commencent elles aussi à souffrir. Aux États-Unis, les alpinistes du Colorado ressentent brusquement les effets du manque d'oxygène. À 1500 mètres, il devient aussi rare qu'à 4500 en temps normal. À moins de 2500 mètres d'altitude, on commence à ressentir le mal des montagnes. Et la limite de survie se situe juste au-dessus de 5000 mètres. Ça va, mon garçon? Le monde change brutalement. Et le pire est à venir. « 4 mois ont passé depuis que la Terre a commencé à ralentir. Nous tournons dorénavant à 225 km/h de moins que d'habitude. Chaque jour dure presque 28 heures, avec 2 heures de lumière et 2 heures d'obscurité supplémentaires. Cette glissade du temps a fait basculer notre monde, ses océans et son atmosphère dans le chaos.
Les autorités russes informent que l'engloutissement des gisements de pétrole du pays provoque une pénurie de carburant à l'approche de l'hiver. Aux États-Unis, les inondations et la raréfaction de l'air n'ont pas encore fait de victimes. Les gens s'adaptent. Mais bientôt, survient à travers le monde un nouveau problème aux conséquences fatales. Des tremblements de terre, là où ils n'avaient jamais lieu auparavant. La Terre se compose de 3 couches. Un noyau en fusion, un manteau compact isolant et une croûte terrestre rocheuse. Tous les 3 tournent en même temps. Mais à mesure que notre vitesse de rotation décroît, ces couches se mettent à ralentir à des vitesses différentes et engendrent de gigantesques frottements. La Terre s'arrache littéralement à elle-même du centre vers l'extérieur. Les eaux de San Francisco sont une zone sujette au séisme. À présent, les océanographes relèvent dans la région la preuve d'une activité sismique sans précédent. De profondes fissures dans les fonds marins libèrent une chaleur infernale. Tués par les explosions sous-marines, les poissons émergent par millions. L'activité volcanique à Chicago et dans ses environs a forcé à fermer plusieurs grands axes de circulation. La population est invitée à rester chez elle. Mais les catastrophes géologiques ne sont qu'un des effets extrêmes du ralentissement de notre rotation. Car les eaux en mouvement sont tout aussi destructrices. La réduction progressive de la force centrifuge continue de pousser les masses d'eau depuis le bombement de l'équateur vers les pôles. Dans l'Arctique, l'océan habituellement profond de 4500 mètres en fait à présent plus de 13 000. Toute cette eau provient des océans situés au sud du globe, tandis que les fonds marins peu profonds, comme la Manche, s'assèchent à mesure que l'eau afflue vers les pôles. Pour la première fois, la Grande-Bretagne se retrouve reliée à l'Europe et l'Irlande devient accessible par voie terrestre depuis l'Angleterre. On peut à présent marcher de Londres à Paris. Mais l'Europe n'est pas la seule concernée. À mesure que les océans affluent vers les pôles, les célèbres plages de Miami se retrouvent dans les terres. Cuba et la Floride sont à présent reliés. Et le Mexique s'est agrandi d'environ 1/3 de sa superficie. Mais avec le ralentissement de notre giration, l'atmosphère commence à se fixer vers les tiers supérieurs et inférieurs du globe. Ce sont les seules régions où il est encore possible de respirer. New York, Londres, Toronto sont toutes les 3 à l'abri. Mais la ville de Mexico, ainsi que d'autres grands foyers de population du Sud, sont d'ores et déjà condamnés par le manque d'oxygène. Aux États-Unis, on surnomme Denver la ville haut perché. À mesure que l'atmosphère devient irrespirable, son altitude équivaut à celle d'une ville située à 5000 mètres. Cela revient à vivre plus haut qu'à mi-hauteur de l'Everest. Les spécialistes estiment que l'air restera respirable dans des États américains moins élevés, comme le Kansas, le Nebraska et l'Oklahoma. L'eau inonde les terres depuis le nord, tandis que l'air se raréfie au sud. Pourtant, quelques petites poches terrestres encore habitables subsistent au milieu de l'Amérique du Nord.
Ces zones, que l'on estime à l'abri des inondations, ont été classées zones vivables. Aussi, les habitants de Denver sont-ils condamnés à mort s'ils y restent? Les enfants, on y va! Pour les plus jeunes et pour les personnes âgées, les conséquences sont graves. Ça va aller? Bientôt, la pénurie d'oxygène sera fatale à tous. Le gouvernement américain recommande aux 25 millions d'habitants du sud-ouest des États-Unis de quitter leur région. Le ralentissement de la rotation de la Terre déclenche des frottements cataclysmiques entre les couches extérieures du globe et son noyau en fusion. Les éruptions volcaniques et les tremblements de terre ont à présent détruit les voies de circulation routières et ferroviaires. Les principales autoroutes du pays sont fermées. Les personnes fuyant en voiture sont informées que plus aucune route n'est entièrement praticable. On déplore une augmentation des séismes, des éruptions volcaniques et des accidents de la route. Les réfugiés sont informés que le gouvernement ne peut plus assurer leur protection. Les personnes se risquant à traverser les États-Unis pour se réfugier au milieu du pays sont les premiers témoins des catastrophes géologiques provoquées par le ralentissement de la Terre. Tandis que les tremblements de terre dévastent le Midwest américain, les océans qui se sont retirés ont fait des grandes villes du littoral des mégapoles haut perchées et arides. New York, Boston, Halifax sont à présent loin dans les terres. L'Australie a formé un nouveau continent avec l'Indonésie. Et le littoral asiatique, peu profond, n'est plus du tout une côte. En à peine 4 mois, Hong Kong et d'autres grands ports se retrouvent asséchés. Partout à travers le monde, la pêche s'est arrêtée. On observe par ailleurs un autre effet dévastateur de notre ralentissement. La mort par exposition aux rayons solaires. Un champ électrique invisible, appelé magnétosphère, protège normalement notre Terre. Ce champ est entretenu par la rotation de la planète. Il est généré par la giration rapide du fer en fusion dans le noyau terrestre. La magnétosphère dévie le rayonnement solaire. Mais à mesure que nous tournons moins vite, ce champ magnétique s'affaiblit et notre bouclier protecteur disparaît. Les régions tropicales, comme Miami, ne risquent pas d'être submergées par les eaux. La ville repose sur la plaque continentale atlantique. Mais à présent, cette plaque est exposée au rayonnement solaire sur des dizaines de kilomètres, alors que Miami est entouré par les terres. Ainsi, l'air a beau être encore respirable dans la région, les rayons solaires y sont devenus mortels. Aujourd'hui, l'indice du rayonnement solaire est de 8, c'est-à-dire extrêmement élevé. On recommande aux personnes devant sortir de se couvrir complètement et de limiter leur temps d'exposition à 15 minutes. Nous rappelons que les écrans solaires n'ont plus aucun effet protecteur. Il y a à peine plus d'1 an que notre rotation a commencé à ralentir. Nous tournons maintenant à 340 km/h de moins que d'accoutumé. Le visage de la Terre continue de se modifier. Les eaux du globe poursuivent leur déplacement. 1 an après qu'il soit devenu possible de marcher d'Angleterre vers la France, le trajet devient définitivement impossible. D'abord,
les zones peu profondes entourant l'Europe continentale se sont asséchées à mesure que l'Atlantique Nord affluait vers le pôle Nord. Mais alors que les mers polaires montent, le Royaume-Uni et l'essentiel de l'Europe se retrouvent submergés par un nouvel océan. Londres a disparu sous les eaux. Berlin également. Idem pour Moscou. Les grandes villes historiques de l'Europe du Nord gisent dorénavant au fond d'une nouvelle mer. Des centaines de millions d'habitants y vivaient. Aux États-Unis, les survivants qui ont réussi à fuir les régions sinistrées commencent à arriver au Kansas. Pour les accueillir, on a réquisitionné une université. Les autorités travaillent pour créer un refuge dans ce qu'elles pensent être l'endroit le plus sûr des États-Unis. Une région préservée des inondations, respirable et épargnée par les grands séismes. Mais elles vont devoir résoudre un problème crucial. Les routes sont devenues impraticables et plus aucune livraison de vivres n'est possible. Pour subsister, la population devra cultiver et pratiquer l'élevage. Le désastre est sans précédent. Les survivants sont livrés à eux-mêmes. Ils ont beau s'en être tirés, ils vont devoir lutter pour leur survie. Il a fallu à peine 2 ans et demi pour que la Terre ne tourne plus qu'à 320 km/h, soit 1200 km/h de moins que sa vitesse habituelle. Des pays entiers sont submergés. Dans d'autres, l'air dépourvu d'oxygène est devenu irrespirable. Les survivants doivent à présent affronter une nouvelle conséquence désastreuse du ralentissement de la rotation terrestre. Partout dans le monde, le rythme du sommeil est gravement perturbé. Chaque jour dure à présent plus de 60 heures, chaque nuit aussi. La nature n'a pas programmé l'homme pour qu'il synchronise ses cycles du sommeil avec un monde éclairé 60 heures d'affilée. Cela équivaudrait à surmonter en permanence l'insomnie des grands voyageurs due au décalage horaire. Les habitants des villes inondées, où l'air est encore respirable, doivent lutter contre une insomnie devenue chronique. Leur vue se trouble et ils souffrent d'atonie musculaire. Monsieur, vous m'entendez? Les astronautes, les sous-mariniers et les explorateurs de l'Arctique souffrent communément de cette perte des repères. Ils se sentent exténués mentalement et ont du mal à se situer dans leur environnement. Mais le ralentissement de la rotation terrestre a aussi des effets dramatiques sur les animaux. La migration de la plupart des grands mammifères se cale naturellement sur le rallongement ou le raccourcissement des jours. Dorénavant, puisque les jours ne cessent de rallonger, les oiseaux à court de repères sont incapables de migrer vers le sud et meurent sur place, gelés dans les nuits glaciales qui s'éternisent elles aussi. D'autres espèces subissent le même sort. Les caribous, les papillons monarques, les zèbres, tous sont condamnés sur cette terre qui ne cesse de ralentir. Tandis que les océans continuent d'affluer vers les pôles,
un nouveau méga-continent se forme aux latitudes médianes du globe. À San Francisco, un groupe d'océanographes a décidé de s'y rendre coûte que coûte. Ces survivants veulent repartir à zéro dans ce qui était auparavant un fond marin. Ils espèrent y vivre mieux qu'en restant dans une grande ville. Leur décision est désespérée. Mais sur cette planète gravement touchée, il reste peu d'alternatives viables. En l'espace de 2 ans et demi, la face de la Terre a profondément changé. Et le pire est encore à venir. « 4 ans ont passé depuis que la giration de la Terre s'est mise à ralentir. Nous tournons maintenant à seulement 60 km/h. Le soleil nous illumine pendant 13 jours d'affilée, suivi de 13 jours pendant lesquels il fait nuit. Nos 4 saisons ont disparu. Le climat se partage désormais en une seule alternance de clarté chaude et d'obscurité froide. Au cours des nuits qui paraissent infinies, la température peut chuter à moins 55 degrés. Nous nous adaptons comme nous pouvons. La plupart des espèces animales n'y parviennent pas. Quand bien même elles ont survécu aux inondations massives et ont trouvé un air suffisamment riche en oxygène, le froid glacial finit par en venir à bout. Les animaux qui hibernent ont de meilleures chances de survie. Ils sont habitués à rester à jeun pendant de longues périodes. Mais leur avenir est incertain, car leur habitat a été inondé ou n'est plus en zone respirable. La végétation cède elle aussi au chaos climatique. Les cultures de subsistance comme le maïs et le blé nécessitent beaucoup de soleil pour pousser. Les forêts tempérées se mettent à geler et meurent. Seules les forêts boréales canadiennes et du nord des États-Unis sont assez robustes pour survivre au froid et à l'obscurité. Si ce n'est qu'elles gisent à présent sous l'eau. Les villes d'Amérique du Nord sont englouties à mesure que les eaux convergentes de l'Atlantique et du Pacifique les envahissent. Toronto, Halifax, Boston. Aux États-Unis et au Canada, on compte des millions de victimes supplémentaires. New York n'est pas épargné par ce nouvel océan. Mais la profondeur de l'eau y est seulement 200 mètres. La plupart de ces gratte-ciels ne sont donc qu'à moitié immergés. Chicago, l'une des villes les plus au sud des Grands Lacs, finit par être engloutie. À mesure que les flots envahissent les métros et les égouts, les personnes restées dans les villes fuient dans la panique. Par ici, dépêche-toi! Non! Ne retourne pas la chercher! Non! Bientôt, toute la ville sera sous l'eau. Dans un monde où des quantités d'eau phénoménales continuent de se déplacer, il reste peu d'endroits où se réfugier. La raréfaction de l'oxygène a rendu quasiment toute la surface de l'Afrique, de l'Australie et de l'Amérique du Sud invivable. Près de l'équateur, respirer équivaut à se retrouver à 10 000 mètres d'altitude, c'est-à-dire plus haut qu'au sommet de l'Everest. D'immenses mégapoles ont été désertés. Mais un continent équatorial est en train de naître là où régnait l'océan il y a encore très peu de temps.
Et ce nouveau méga-continent compte peu d'endroits où l'air est assez dense pour être respirable. Un navire emmenant un groupe de jeunes explorateurs fait route vers l'ouest pour implanter une colonie humaine sur ce qui était auparavant un fond marin. Leur voyage est risqué. Les systèmes GPS ne fonctionnent plus depuis le ralentissement de la rotation terrestre. Et comme les océans changent constamment de forme autour d'eux, les cartes marines ne leur sont plus d'aucun secours pour se guider. Qui plus est, dans ce monde en pleine mutation chaotique, le temps est de plus en plus imprévisible. La giration de la Terre crée dans l'hémisphère nord des courants d'air permanents en provenance de l'ouest et au sud des courants venant de l'est. On appelle ça l'effet Coriolis. À mesure que notre rotation ralentit, ces mouvements de masse d'air habituellement prévisibles deviennent instables. De nouveaux courants d'air à haute pression se forment et se déchaînent sur la planète. Des tempêtes d'une violence inouïe sévissent en mer. Elles peuvent durer des semaines. Partout à travers le monde, les conditions météorologiques changent. Les périodes de 13 jours d'obscurité recouvrent la planète d'un froid glacial. Ici à Miami, nous sommes à nouveau recouverts de blanc, tandis que dans tout le pays se lève une nouvelle tempête nocturne. Il faudra encore supporter 12 jours de bourrasque de neige avant de revoir le soleil. Des villes comme Miami ne sont pas équipées pour affronter un hiver rude et perdurant. L'absence de radiateurs est un autre coup dur à surmonter pour la population qui tente de survivre. Pourtant, la vie terrestre n'a pas fini d'être ébranlée. La rotation de la Terre a amorcé son ralentissement il y a maintenant 4 ans et demi. Notre planète, habituée à tourner à environ 1600 km/h, est désormais presque immobile. Le Soleil rayonne 16 jours d'affilée. À mesure que nous ralentissions, les océans ont convergé vers les pôles. 2 nouveaux océans se sont formés. Le Kansas se trouve dorénavant sur le littoral d'une nouvelle et immense mer nordique. C'est un océan profond de 16 km. « 800 000 km² des États-Unis sont devenus inhabitables. C'est moins d'1 dixième de leur surface initiale. Nos colons ont créé un habitat où ils peuvent cultiver leur nourriture et s'abriter de l'alternance de plus en plus insupportable de la chaleur et du froid extrême. Les nouveaux océans qui ont pris forme offrent les meilleures chances de se nourrir. L'inondation des continents les a rendus riches en nutriments et ils sont gorgés de poissons et de fruits de mer. À mesure que les écosystèmes des littoraux ont été détruits par assèchement ou par submergement, les espèces des mers chaudes se sont éteintes. Mais de nombreuses espèces des mers froides, comme le cabillaud, le maquereau et le thon, ont survécu et prolifèrent. Autrefois habitués aux cultures et à l'élevage, les gens se sont reconvertis dans la pêche, là où le nouvel océan baigne les plaines américaines du Midwest.
cours des longues nuits glaciales, les réfugiés se relaient par équipe pour attraper le poisson dans une mer gelée. En les ramenant à leur habitat, ils risquent leur vie par moins 55 degrés. Une température extrême que le corps humain ne peut supporter que quelques minutes. Mais la pêche à travers la glace ne permet pas de subvenir aux besoins alimentaires des réfugiés nord-américains qui continuent d'affluer en nombre. Aussi, le temps presse. La terre devenant presque statique, les longues bourrasques de neige s'arrêtent. L'effet Coriolis qui générait les conditions météorologiques a disparu. Désormais, les tempêtes deviennent de plus en plus prévisibles. La rotation minime du globe produit un schéma météorologique plus stable. Mais il subsiste des écarts extrêmes de température entre les jours brûlants et les nuits glaciales. Ce temps, devenu plus stable, engendre moins de précipitations. La pluie ne tombe plus en quantité qu'au large des océans, mais aucun vent ne la pousse vers les continents. Les pluies occasionnelles qui s'abattent sur la zone habitée par les colons du Kansas sont précieusement recueillies et stockées pour les longues périodes de sécheresse. Leur situation est désespérée. En mer, les océanographes partis de San Francisco ont fait naufrage sur le nouveau mégacontinent. Ils fouillent l'ancien fond marin en quête de tout ce qui pourra les aider à survivre. Leur choix de vivre isolés dans cette région est toutefois risqué. À la différence de leurs homologues réfugiés au Kansas, ils ne peuvent compter que sur les ressources qu'ils ont emportées et sur ce qu'ils pourront récupérer. Mais s'ils parviennent à leur fin, ils disposeront de la plus grande superficie de terre habitable sur toute la planète. Quant aux survivants qui ont choisi de rester dans les villes non submergées comme Miami, ils doivent affronter les pires difficultés. Regardez dans ces boîtes s'il y a quelque chose d'intéressant. Et vous autres, suivez-moi. Ils sont livrés à eux-mêmes. Allez, on s'active. Il reste très peu de nourriture. Impossible de compter sur une quelconque distribution d'électricité. L'eau potable est devenue difficile à trouver. Il n'y a plus aucun approvisionnement en nourriture, ni par voie terrestre, ni par voie maritime. Tout le confort tiré des évolutions technologiques a disparu. Une fois que les réserves seront épuisées, Miami n'aura plus rien pour survivre. La situation est critique. Leur fin est proche s'ils restent ici. Alors certains survivants ont décidé de fuir. Ils doivent trouver un lieu qui ne soit pas enclavé dans les terres. Pour subsister dans ce monde apocalyptique, ils doivent se rapprocher de l'eau. Mais des milliers de kilomètres de route les attendent. Les océans sont l'une des dernières ressources de protéines animales de la planète. Au milieu du Pacifique, une nouvelle colonie prend racine. Elle a installé un petit camp de base en quête de nourriture et d'abri. L'énergie éolienne permet de